Il est 13h30 et c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvéon. Aujourd'hui, Le Pont de Verre de Robert Arthur. Nous étions en plein mois d'août, il faisait très chaud, et nous étions réunis dans mon bureau, le baron Hirsch, le lieutenant Ben de la police d'État et moi. Tout en buvant un excellent cognac, nous parlions de meurtres demeurés inexpliqués. Le baron Hirsch peut se montrer parfois exaspérant. En effet, il possède une confiance en lui monumentale. Il tient son intelligence en haute estime et n'en fait aucun mystère. Le lieutenant Ben commençait à s'agiter. Il est courtois, râblé, rougeaud, il s'exprime avec lenteur, mais c'est un excellent policier. Ben vide son verre et, tout en tendant la main pour se servir un autre cognac, il demande « Puisque vous êtes si perspicace, monsieur Hirsch, vous pourriez peut-être m'aider à résoudre le mystère de la blonde maître chanteuse ?» Les petits yeux noirs de Hirsch se mirent à briller. « De quoi s'agit-il, monsieur Ben ?» Elle s'appelait Marianne Monrose. Le 13 février dernier, entre 3 et 4 heures de l'après-midi, elle a franchi les 23 marches recouvertes de neige menant à une maison bâtie sur le sommet d'une colline à quelques 50 kilomètres d'ici. Elle est entrée dans la maison. Elle n'en est jamais ressortie. Un peu plus tard, nous avons fouillé la maison. Pas la moindre trace, pas le moindre indice pour montrer comment elle avait quitté les lieux. De plus, le propriétaire, qui est le seul habitant de la maison, souffre d'une maladie de cœur. Le moindre effort physique pourrait lui être fatal. Donc, il ne l'a pas transportée à l'extérieur et il n'a pas creusé la terre pour l'ensevelir. Les traces des pas de la jeune femme étaient imprimées dans la neige qui recouvrait les marches de l'escalier et qui menait à l'intérieur de la maison. On l'avait vue entrer et pourtant, elle ne s'y trouvait pas. Elle était entrée pour ne jamais ressortir. Voilà. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé, monsieur Hirsch? Exposez-moi les faits, lieutenant Ben, et je vous le dirai. Je trouvais Hirsch vraiment très sûr de lui. Nous séchions lamentablement sur cette affaire depuis des mois, et lui, laconiquement, nous disait non pas « j'essaierai », mais « je vais tout vous expliquer ». Piqué au vif, je me dirigeais vers mon classeur et je rapportais le dossier de Marianne Monrose. Oui, je suis journaliste, spécialiste en affaires criminelles et je conserve des notes détaillées de toutes les affaires sur lesquelles j'ai enquêté. Par où voulez-vous commencer, cher ami? Voici la déclaration du jeune Danny Boone, qui fut le dernier à parler à Marianne Monrose avant qu'elle n'entre dans la maison et ne s'évanouisse en fumée. Lisez-la, moi, je vous en prie, Bob. Je commençai donc ma lecture. Morgan's Gap, 3 février. Voici la déclaration de Danny Boone, 19 ans. Je me trouvais dans le bureau du journal où je suis employé. Il était 3h30. La température extérieure était de 12 à 13 degrés au-dessous de zéro. Une décapotable de luxe est venue se ranger sur le bord du trottoir. Une femme est descendue de voiture. Elle avait de longs cheveux blonds et elle portait une combinaison de ski rouge. Elle est restée un long moment à regarder en direction de la maison de M. Hillier, le célèbre auteur de romans policiers. Cette maison est perchée au sommet de la colline et n'est guère facile d'accès, surtout l'hiver. M. Hillier, souffrant d'une maladie de cœur, ne quitte jamais sa maison. Il se fait livrer ce dont il a besoin. Il a écrit 12 romans policiers, mais je crois qu'ils ne se sont pas très bien vendus. Pour en revenir à la jeune femme, elle regardait la maison, puis elle s'est tournée brusquement et elle est entrée dans mon bureau. Puis, elle m'a demandé la permission de se servir du téléphone. Je ne pouvais faire autrement que d'entendre ce qu'elle disait. Voici donc ce qu'elle a dit. « Allô, Marc, c'est Marianne. Je suis au bureau du journal. Au cas où votre cerveau génial vous suggérerait une astuce inédite, on sait ici que je vais vous rendre visite. Je serai chez vous dans 10 minutes. » Et en raccrochant, elle m'a dit « Si je ne suis pas de retour dans 1 heure, il faudra prévenir la police. » Elle est repartie aussitôt
et j'ai vu sa voiture aborder la route en lacet qui mène à la maison de M. Hillier. Plus bas, sur les pentes, des gamins s'amusaient avec des skis, des luges et des bacs en aluminium qui glissaient sur la neige. J'ai vu la jeune femme qui rangeait sa voiture au bas des marches, puis je l'ai vue monter les marches. La porte s'est ouverte, elle est entrée, puis la porte s'est refermée sur elle. Pendant tout le reste de l'après-midi, j'ai surveillé la maison de M. Hillier. La nuit est tombée, la jeune femme n'est pas ressortie. Que lui était-il arrivé? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le baron Hirsch était renversé sur sa chaise, la tête appuyée sur le dossier, et semblait perdu dans la contemplation du plafond. C'est une affaire très intéressante, mes bons amis. Pour l'instant, je ne pourrais aboutir qu'à des conclusions gratuites. Mais continuez, Bob, je vous prie. Je repris donc ma lecture. Deuxième déposition. Morgan's Gap, 14 février, déposition de l'inspecteur Harvey Redman de la police municipale. Hier, vers 17h30, le jeune Danny Boone a fait irruption dans mon bureau. Il m'a déclaré qu'une jeune femme était allée voir M. Hillier et qu'elle se trouvait en danger. Je me suis donc rendu avec lui chez M. Hillier aux environs de 18h. La voiture décapotable de Mlle Monrose était toujours rangée sur le terre-plein. Et il y avait des empreintes de pas féminins sur les marches couvertes de neige, des empreintes de pas qui montaient les marches, aucune empreinte de pas qui les descendait. Donc, apparemment, Mlle Monrose était toujours là. Nous avons frappé à la porte et M. Hillier, l'air surpris, nous a ouvert. Je lui ai répété ce que la jeune femme avait dit à Danny Boone et je lui ai demandé où se trouvait Mlle Monrose. M. Hillier s'est mis à rire et nous a déclaré « J'ai bien peur que Mlle Monrose ne vous ait monté un canular, inspecteur. Elle m'a quitté il y a 1 heure environ. » Ce à quoi j'ai répondu « Monsieur Hillier, il y a des empreintes de pas qui mènent à votre maison. Aucune n'en sort. De plus, la voiture de la demoiselle est toujours là. C'est pourquoi je vous demande où se trouve cette demoiselle. » Il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Il serait franc avec moi, que cette femme est un maître chanteur, qu'elle est venue aujourd'hui chercher 10 000 $ en liquide qu'il lui a versé. Il nous a invités à fouiller sa maison. Il nous a demandé que la lumière soit faite. Danny Boone et moi avons fouillé la maison de fond en comble. La jeune femme ne s'y trouvait pas. Rien même ne permettait d'affirmer qu'elle y eût jamais mis les pieds. Pas le moindre signe de lutte, pas de traces de sang. Nous sommes ressortis. Autour de la maison, la neige était immaculée. Personne n'aurait pu s'y aventurer sans laisser de traces. Nous avons inspecté le garage, fouillé la voiture. Nous n'avons trouvé aucune trace de la jeune femme. Apparemment, Mlle Monrose était bien partie. Monsieur Hillier était triomphant. Il m'a dit « Il est bien évident, inspecteur, qu'avec ma maladie de cœur, j'aurais été incapable de la tuer et de cacher son cadavre, à moins, bien entendu, d'avoir disposé d'un pont de verre pour la transporter par-dessus la neige, ou d'une soucoupe volante pour l'enlever. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ce sont ses propres paroles. » Il semble que M. Hillier ne prenait pas l'affaire très au sérieux. Comme je n'étais pas de son avis, je décidai de faire appel à la police d'État et c'est pourquoi j'ai fait demander le lieutenant Bain. À cet instant de mon récit, le baron Hirsch ouvrit les yeux et se tourna vers le lieutenant Bain. « Alors c'est vous qui avez repris l'affaire, lieutenant Bain. »« Oui, baron Hirsch. Je me suis mis en campagne dès le lendemain. Mais interroger M. Hillier équivalait à demander au chat ce qu'il avait fait de la souris. Pour l'histoire du chantage, j'ai pris des renseignements. En effet, Mlle Monrose faisait bien chanter M. Hillier depuis des années pour une faute qu'il avait commise il y a très longtemps. Et la banque a confirmé avoir fait parvenir 10 000 $ en liquide à M. Hillier 3 jours auparavant.
J'ai inspecté moi aussi les alentours et constaté que la croûte de neige n'était pas assez solide pour supporter le poids d'un homme. Même les skis laissaient des traces. Mais il fallait bien que la jeune femme soit passée quelque part, n'est-ce pas? J'ai fait fouiller les alentours dans un rayon de 400 mètres, y compris les crevasses et les ravins. Rien. Monsieur Hillier, lui, ne se tenait plus de joie. Il donnait des interviews, posait pour les photographes et vendait en un mois plus d'ouvrages qu'il n'en avait vendus en 10 ans. Il s'amusait comme un petit fou. Finalement, nous avons dû classer l'affaire. Et puis, vint le mois de juin. Allez-y, Bob, lisez-nous la suite. Je repris mon dossier et me remis à lire. Morgan's Gap, 3 juin. Basé sur les déclarations de Willie Johnson, 11 ans, et Ferdy Pulver, 10 ans. Les 2 gamins s'étaient arrêtés au bord d'une mare bleue qui n'avait pas plus de 9 mètres de large. Ils se trouvaient dans une longue et étroite dépression avec des parois quasi verticales atteignant 15 mètres de haut. Les enfants étaient venus avec leur canne à pêche. Willie enfila un verre sur l'hameçon de sa ligne et la jeta à la mare. Il attendit 30 secondes et se mit à crier. « Ça y est, j'ai pris quelque chose. Zut, ma ligne est coincée. » Il tira plus fort, la ligne se courba comme entraînée par un énorme poids mort. Son petit camarade Ferdy n'y prêtait aucune attention. Il regardait en haut de la crique quelque chose de blanc qui pendait au feuillage d'un saule. « Regarde, Willie, on dirait un fantôme. Viens plutôt m'aider, idiot, au lieu de croire au fantôme, » lui dit Willie. « Hé, Ferdy, c'est un mort. Allons-nous-en vite. » Le lieutenant Ben reprit le fil de la narration pendant que le baron Hirsch achevait de vider notre bouteille de cognac. Les parents de Willie ont appelé la police et 2 heures plus tard, nous nous sommes présentés chez M. Hillier, car la seule façon pratique de se rendre à la crique sans faire de l'alpinisme était de passer par sa propriété. Nous sommes arrivés à la crique par un terrain très accidenté et nous sommes descendus en nous servant de cordes. Au bout de 20 minutes, nous avions ramené le corps à la surface. C'était bien Marianne Monrose. Mais comment avait-elle pu arriver aussi loin de la maison? Il aurait fallu qu'elle vole. J'ai fait enlever le corps et pratiquer l'autopsie. Elle était morte de froid. On a retrouvé les 10 000 $ en liquide dans la poche de sa combinaison rouge. Son estomac était vide, aucune trace de poison dans les tissus. Voilà, baron Hirsch. Vous connaissez l'histoire de la maître chanteuse blonde. Maintenant, Bob et moi attendons vos explications. Permettez-moi tout d'abord de vous dire, lieutenant Ben, que vous avez fait une petite omission. Quelle omission, baron? Cet objet blanc que le petit Ferdy a pris pour un fantôme. Oui, non, il s'agit simplement d'un vieux drap de lit, baron, qui s'était pris dans les branches d'un saule. Il portait les marques de blanchissage de M. Hillier, mais il avait été emporté par le vent alors qu'il séchait sur une corde à linge. C'était simplement un vieux drap de lit, d'après les experts. Non, lieutenant, pas un drap de lit. Un suaire, ou plus exactement, un pont de verre. S'il vous plaît, Bob, trouvez-moi une épingle à linge. Je vais vous montrer quelque chose. Je trouvai une épingle à linge dans un des placards de la cuisine et, fort intrigué, je l'avoue, la remis au baron Hirsch. Se levant d'un mouvement souple, celui-ci avait déjà quitté la pièce, tirant de sa poche, en cours de route, un large mouchoir immaculé et un porte-plume. Ben et moi, nous nous regardions. Ni l'un ni l'autre n'avions envie de rompre le silence. Le baron Hirsch était parti depuis 5 minutes. Puis, je perçus un bruit sourd. C'était la porte du congélateur qui s'ouvrait. Enfin, le baron Hirsch revint et se rassit. « Cela ne prendra que quelques minutes, messieurs. Ah, j'avais oublié de vous demander. Monsieur Hillier souffre-t-il d'insomnie ?» Oui, baron, ça fait partie du rapport que m'a fourni son médecin. J'en étais sûr. Hillier a tué mademoiselle Monrose en introduisant un somnifère dans sa boisson. Quand elle a perdu connaissance, il l'a ensevelie dans la neige épaisse de la crique. Là,
Son corps a eu le temps d'éliminer la substance soporifique. Elle s'est réveillée à demi gelée, le sommeil l'a de nouveau enveloppée, et elle est morte de froid. Mais, baron, comment est-elle arrivée jusqu'à la crique? Tout est dans le mystère du pont de verre, lieutenant, dans le mystère de la soucoupe volante et du suaire, qui ont un point commun, celui d'être invisible. Le baron Hirsch se leva et se rendit à la cuisine. De nouveau, j'entendis s'ouvrir et se refermer la porte du congélateur, et le baron Hirsch revint, portant quelque chose en équilibre sur sa main et recouvert d'une serviette. Maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, revenons au mois de février dernier. L'après-midi est froid, très froid. Monsieur Hillier, furieux, guette à la fenêtre l'arrivée du maître chanteur. Sous ses yeux, des gamins jouent dans la neige. Et soudain, l'idée jaillit dans son cerveau. Idée parfaite dans ses moindres détails. Immédiatement, il se met à l'œuvre. Il prend un vieux drap de lit et l'étend à plat sur les dalles de la terrasse nord. Mademoiselle Monrose arrive, elle entre, il bavarde et il lui sert un verre dans lequel il a versé une forte dose de somnifère. 20 minutes plus tard, Mademoiselle Monrose dort d'un sommeil de plomb. Monsieur Hillier l'a fait glisser de sa chaise sur le sol et de là sur une petite carpette. Aucun effort physique jusque-là, rien qui pût lui fatiguer le cœur. Il traîne la carpette jusqu'à la terrasse nord, et là, il fait rouler la jeune femme endormie sur le drap de lit. Dans un geste théâtral, le baron Hirsch retira la serviette qui recouvrait l'objet placé sur la table. Il s'agissait du mouchoir au centre duquel était disposée une épingle à linge avec des petits yeux et une bouche dessinés à l'encre. Pour apercevoir la poupée épingle à linge, je dus soulever un des coins du mouchoir. Celui-ci était dur et raide. Je compris alors ce qu'avait fait le baron Hirsch. Il avait aspergé d'eau le mouchoir et il l'avait placé dans le congélateur. Le mouchoir était devenu raide, dur comme du bois. À l'intérieur, emprisonné dans ses plis, se trouvait l'épingle à linge représentant le corps de la jeune femme. Et c'est à ce moment-là que nous avons compris, le lieutenant Ben et moi, ce que M. Hillier avait fait. Il avait arrosé d'eau un de ses draps de lit, par un jour de grand froid. Au centre, il avait placé la jeune femme recroquevillée, puis il avait replié les 4 coins du drap sur la malheureuse. Le froid avait transformé le drap en une sorte de boîte aussi dure, aussi raide que du bois. En quelques minutes, Marianne Monrose, endormie, était prisonnière dans un linceul gelé, aussi résistant que des liens d'acier. Puis, Hillier avait fait glisser cet objet, large et plat, de la terrasse jusqu'à la croûte de neige. Du fait de la répartition du poids sur une grande surface, le drap gelé n'avait laissé aucune trace sur le sol. Au contraire, il s'était mis à glisser le long de la pente, prenant de la vitesse, oscillant sur les aspérités pour franchir enfin la falaise qui bordait la crique et plonger profondément dans les congères accumulées dans la ravine par l'action du vent. En guise de démonstration, le baron Hirsch appliqua une petite chiquenaude au mouchoir gelé qui glissa sur la surface lisse de la table et vint choir dans la corbeille à papier. Le lieutenant Ben explosa. « Ah, le salaud! Cette femme et ce drap de lit sont probablement restés suspendus dans les branches jusqu'au printemps. Avec le dégel, le corps est tombé et le ruisseau l'a entraîné jusqu'à la mare où pêchaient les gamins, sans laisser aucune trace, aucun indice, simplement un vieux drap de lit. On ne pourra jamais le prouver. » Peut-être, lieutenant, peut-être, mais nous pouvons toujours lui faire savoir que son mystère n'est plus un mystère et que très bientôt, il sera un sujet d'étude pour les criminologistes. Je vais d'ailleurs lui écrire un petit mot. Le baron Hirsch écrivit sa lettre et l'envoya par la poste. Le lendemain,
on apprenait que Marc Hillier était mort d'une crise cardiaque en lisant la lettre. J'avoue que cette femme causa une pénible impression. Mais le baron Hirsch accueillit la nouvelle avec le plus grand sang-froid. « Messieurs, cette mort équivaut à un aveu. » Une fois de plus, le baron avait résolu une énigme. Oui, grâce à lui, la blonde maître chanteuse n'était plus un mystère. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Le Pont de Verre de Robert Arthur.